Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La Chine, langue, culture, emploi de travail. Ce séminaire se tournera autour de l'évolution de la langue chinoise, comment apprendre les caractères chinois, la culture chinoise, géographie, cuisine, architecture, arts, matériaux, l'économie de la Chine actuelle et enfin les secteurs les plus demandés. Tout cela avec Li Yi, fondatrice de l'école Top Chinois et enseignante du chinois mandarin aux francophones. Accordons maintenant la parole à Madame Li. Li, pardon. Madame Li, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci pour cette introduction. Enchantée à tout le monde. Je m'appelle Le Yi. Donc, je me présente rapidement. Je suis la présidente de l'école Top Chinois. Le but de notre école, c'est pour rendre l'apprentissage de chinois efficace et accessible à tout le monde. Voilà, donc j'ai le grand plaisir de faire ce séminaire aujourd'hui sur la Chine et on va parler donc principalement trois aspects, la langue chinoise, la culture chinoise et l'emploi de travail en Chine. Voilà. Donc, si vous avez des questions au long du séminaire ou vous avez des choses à partager avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ok, on commence. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Ok. Très bien, merci. Super. Ok, donc on va commencer par une jolie calligraphie et peinture chinoise pour montrer une idée à quoi ça ressemble la langue chinoise. Donc, vous pouvez voir, la langue chinoise est très différente que les langues latines, la langue arabe, parce que nous avons des caractères. L'écriture est très différente. Il n'y a pas d'alphabet. Okay? Même si aujourd'hui, on a inventé un alphabet pour transcrire la langue chinoise, il faut savoir qu'à la base, la langue chinoise, c'est que sur les caractères. Et quand on lit les caractères traditionnels, en fait, c'est de l'ordre de gauche à droite, pardon, de droite à gauche et de haut jusqu'en bas. Voilà. Donc, vous avez peut-être cette question. Pourquoi l'écriture chinoise est comme ça? Comment on a inventé cette langue comme ça? Donc, aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite histoire sur l'origine de l'écriture chinoise, de la langue chinoise. Alors, il y a à peu près 4000 ans, okay, à l'époque, il n'y avait pas encore de moyens pour noter les choses. Donc, les gens à cette époque-là, qui vivaient au long de fleuves jaunes, ils utilisent en fait les cordes pour noter les choses. Vous voyez sur le dessin, en fait, ils font des nœuds avec les cordes pour noter des choses. Mais ce moyen est très limité. Par exemple, le voisin m'a prêté 2 chèvres, donc il m'a laissé 2 cordes. Ok, vous comprenez? Ou bien je voudrais acheter, par exemple, je voudrais acheter 2 plantes, et ben je laisse, je laisse une corde avec 2 nœuds dessus. Voilà. Donc, pour les affaires quotidiennes chez les gens normaux, ça peut marcher, ça pouvait marcher. Mais pour les personnes importantes,
comme par exemple le roi, cette façon de noter les choses n'était pas très faisable. Parce que voilà, face à tous les jours, le roi se lève et voit autant de cordes et autant de nœuds devant lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, le roi a appelé son ministre qui s'appelle Tang Jie, pour trouver une solution pour noter les choses. Voilà. Et Tang Jie, à l'époque, donc c'est une personne très intelligente. C'est lui qui a inventé les premières écritures chinoises. En fait, c'est les sculptures sur les os et les carapaces de tortues. Okay. Ça, c'est l'écriture chinoise qu'on peut trouver, les traces les plus anciennes. Ça s'appelle Jia Gu Wen. Voilà. Donc, ce qu'il a fait n'était pas non plus très difficile. C'est juste graver des images sur les carapaces de tortue et sur les os. Et ces premiers caractères chinois, ce sont par exemple des animaux, des plantes, des nourritures ou des choses qu'on peut trouver dans la nature. Okay? On peut voir quelques exemples. Même si je ne vous donne pas la signification, on peut deviner en fait à quoi ça correspond. Par exemple, le premier dessin, ça signifie la tortue. Okay? Le deuxième, c'est le cerf. Troisième, l'oiseau. Quatrième, le cheval. Cinquième, le poisson. Ensuite, l'éléphant, le coq et le tigre. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le laisser dans le chat. Voilà. Donc, grâce à ces premières écritures, on a pu garder des informations pour communiquer entre les gens. Donc, c'est l'origine des caractères chinois. On peut voir, je vous donne quelques exemples très concrets. Donc, par exemple, pour dessiner, pour écrire la montagne, au début, on dessine la montagne comme ça, de façon assez simple. Okay. Après, au fur et à mesure, l'écriture évolue et pendant chaque dynastie, ça change un petit peu. Jusqu'à aujourd'hui, le caractère chinois devient très carré, très simple à reconnaître. Voilà. Donc, ça, c'est la montagne, on l'appelle Shan. Et ceci, même si je ne vous dis pas le sens, vous pouvez deviner, c'est le soleil. Okay? C'est un rond, voilà, avec un point au milieu. Donc, au début, le soleil s'écrivait comme ça. Et au fur et à mesure, ça évolue et maintenant, ça devient plutôt un carré, plus un trait au milieu. Donc, ça, c'est le soleil. Et ça, bien sûr, c'est la lune. Ça ressemble à la forme de croissant de la lune. Okay? Et vous pouvez peut-être demander, on ne peut pas que noter les choses concrètes. Donc, vous avez raison. En fait, au bout d'un moment, les gens ne se contentaient pas seulement noter les choses très concrètes, les choses qui existent dans la nature. On veut aussi noter des idées un peu abstraites. Okay? Par exemple, bien, joli, triste, lumineux, voilà, content. Et comment noter ces idées-là? Donc, les Tangzi, qui étaient très intelligents, a utilisé les éléments qu'ils ont déjà inventés. Et ils composent les éléments déjà inventés pour créer des nouveaux caractères. Donc, on continue à regarder. Ce caractère-là, c'est une combinaison de soleil et la lune. Et ça crée un nouveau caractère qui signifie lumineux. Voilà. Donc, au début, les caractères
sont plutôt les choses très concrètes qu'on peut observer dans la nature. Et après, on utilise les premiers caractères pour créer d'autres caractères qui ont une signification plus compliquée. Voilà. On continue. Ça, c'est le caractère de la personne. Okay. Au début, ça ressemble à un profil d'une personne. Voilà. Et après, on a mis deux personnes ensemble pour la signification suivre. Okay. C'est une personne qui suit l'autre. Voilà. Ça demande pas mal d'imagination. Ça montre une sorte d'intelligence de nos ancêtres. Voilà. Donc, quand on veut apprendre l'écriture chinoise, des fois, les étudiants sont perdus. On dit que c'est trop compliqué. C'est comme des dessins, on peut jamais maîtriser. Ben, en fait, non, c'est pas si difficile que ça. Il faut commencer à apprendre les caractères simples, okay, qui ont une origine des objets qu'on peut trouver dans la nature. En fait, on commence à apprendre les caractères qui a une image comme l'objet. Okay? On commence par les caractères comme ça. Ça, c'est très simple. C'est comme les panneaux qu'on trouve dans la rue. Okay? On ne sait peut-être pas dessiner ces panneaux, mais on les reconnaît et on comprend. Ça suffit pour le début. Okay? Ensuite, plus de caractères qu'on maîtrise, plus facile on apprend les nouveaux. Okay. Ensuite, donc tout à l'heure, on a regardé plusieurs caractères simples. Okay. Et aujourd'hui, on a plus que 70% des caractères ne sont pas des éléments simples, ce sont des caractères composés, c'est-à-dire il y a deux parties. Okay. Donc, on trouve les caractères comme ça. N'ayez pas peur, hein, ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Par exemple, on regarde la première ligne. Si on observe bien, on peut voir ils ont quand même une partie commune. Je vous laisse de ce qu'on a observé, n'est-ce pas? Les caractères dans la première ligne, ils ont tous la partie gauche, sont pareils, c'est 3 points, n'est-ce pas? Donc, cette partie-là, on l'appelle clé de l'eau, okay, ou bien radical de l'eau. Ça ressemble à 3 gouttes d'eau. Et tous les caractères chinois qui portent ce radical ont un lien avec liquide. Okay? Ces 4 caractères, hai, he, zhi et tang, signifient la mer, la rivière, le jus et la soupe. Vous voyez, ils ont tous voilà, le liquide, de l'eau. Il y a un lien avec de l'eau. Donc, si on voit d'autres caractères qu'on n'a pas appris, mais il a un radical de l'eau, on peut deviner, on peut savoir que ça doit être quelque chose en liquide. Okay? Et ça, c'est une particularité dans la langue chinoise. Parce que dans les langues, par exemple l'anglais ou le français, les mots sont composés par les alphabets. Donc, si on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne peut pas deviner. Mais pour la langue chinoise, en fait, on peut deviner. On peut deviner la signification d'un caractère, même si on n'a pas appris. OK? On continue. Deuxième ligne. Voilà, je vous laisse regarder. Ces 4 caractères ont tous un petit carreau à gauche, n'est-ce pas? Donc, ce petit carreau, ça vient de la forme de la bouche. Okay? On l'appelle aussi radical de la bouche. Donc,
tous les mots, tous les caractères chinois qui ont le radical de la bouche sont souvent les verbes qu'on fait avec la bouche. Donc, le premier caractère, che, ça veut dire manger. Deuxième, he, c'est boire. Troisième, tia, c'est s'appeler ou appeler quelqu'un. Okay. Le quatrième, tan, c'est soupir. Voilà. Okay. Donc, on peut aussi écrire plein d'autres caractères qui ont ce radical-là, qui a un petit carreau à gauche. Ils ont, on va dire, il y a peut-être quelques cas exceptionnels, mais la plupart des caractères qui ont un radical de bouche sont des choses liées avec la bouche. Ce sont des gestes qu'on fait avec la bouche. Voilà. Et troisième ligne, pareil, okay, ces 4 caractères ont tous le radical de la femme. Okay, c'est le côté gauche. Okay, ce radical, cette partie, ressemble à une fille qui est en train de danser. C'est pour ça que j'ai mis une image à côté. Donc, on peut deviner, ce sont des femmes. Okay? Ma signifie maman, Jie, c'est grande sœur, Mei, petite sœur, et Ta, c'est c'est elle. Voilà. Et la dernière ligne, ces 4 caractères ont tous un élément en haut, ils sont tous pareils, c'est le radical de l'herbe, de plante. Voilà. Donc, cao signifie l'herbe, hua c'est fleur, cha c'est le thé et cai c'est légumes. Voilà, vous voyez. Donc, quand on commence à apprendre l'écriture chinoise, les caractères chinois, on peut commencer par les caractères simples. Ça, c'est la première étape. Okay? On apprend d'abord les caractères qui ressemblent à l'objet. Voilà, parce que c'est facile. C'est comme des dessins. Ensuite, deuxième étape, on apprend les radicales. Radicales de la bouche, de main, de femme, de l'homme, de plante, de la bouche, etc. Plus de radicaux qu'on connaît, plus facile qu'on crée, enfin, qu'on comprend la signification des caractères. Voilà. Donc, ce n'est pas très difficile. Donc, à mon avis, apprendre les caractères chinois, c'est comme un jeu de Lego. Plus d'éléments basiques qu'on a, voilà, plus de formes qu'on peut inventer. Bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus inventer des nouveaux caractères, mais avant, c'est comme ça que les caractères ont été inventés. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit maîtriser, c'est en fait chaque petit élément de caractère. Tac. Ok. Voilà la première partie, hein, l'évolution des caractères chinois. Donc, ensuite, je vais parler un peu de la prononciation du chinois. Vous devez peut-être savoir qu'aujourd'hui, on dit le mandarin. On ne dit pas seulement le chinois, on dit le mandarin. Parce que le chinois comprend plein de dialectes chinois. Vous savez, en Chine, chaque région a sa propre dialecte. Par exemple, ma grand-mère maternelle ne comprenait pas ma grand-mère paternelle. Voilà, parce qu'elle vient de 2 régions différentes. Donc, elle parlait que leur dialecte, pas le mandarin. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est le mandarin. Le mandarin existe depuis 1960 par là, donc ça fait même pas 100 ans que le mandarin existe. En fait, c'est juste la prononciation. Okay? L'écriture, c'est toujours pareil, mais l'accent est tellement différent. Voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde apprend le mandarin, mais on garde notre propre dialecte. Par exemple, moi, je viens de Shanghai. Donc, à Shanghai, on a le dialecte de Shanghai qui est très différent de mandarin.
Mais tous les enfants chinois doivent apprendre mandarin à l'école. Voilà. Là, j'ai montré les quatre tons de mandarin. Okay. Ce qui est un peu difficile pour les débutants, c'est toujours maîtriser les tons. Alors, en chinois, ça, c'est une très grande particularité. Il existe 4 tons. Okay. Prenez l'exemple de mot ma. Okay. On a ma, ma, ma. Il y a 4 tons sur un mot. Et quand on change le ton, en fait, la signification change. Ma n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est ça une difficulté pour les débutants. Voilà. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible à maîtriser. Hein. Au contraire, les étudiants étrangers maîtrisent très bien les 4 tons. En fait, ça existe déjà dans votre langue. La différence, c'est dans votre langue, quand on change le ton, ça ne change pas forcément le sens. Mais en chinois, si. Quand on change le ton, ça change la signification. Donc, il faut bien appliquer, il faut bien maîtriser les tons pour bien voilà, prononcer la langue. Tac. OK. Ensuite, je partage la carte de la Chine. Donc, vous pouvez me dire, vous trouvez, est-ce que vous trouvez que la carte de la Chine ressemble à un animal? Okay. Laissez votre idée dans le chat. Donc, la Chine est très grande. Okay. On peut, pour les Chinois, on divise la Chine en 2 parties, la partie nord et la partie du sud, parce qu'il y a une très grande différence entre le nord et le sud. Voilà. Donc, des fois, les étrangers ont des clichés sur les Chinois, mais en fait, c'est pas du tout. Des fois, c'est pas du tout correct, parce que les habitudes des Chinois du Nord sont très différentes que les habitudes des gens du Sud chinois. Okay. Donc, il ne faut pas confondre. Donc là, je vais parler de quelques points culturels de la Chine, mais je vais les différencier, je vais les comparer du Nord et du Sud. Voilà. Déjà, on peut regarder un petit peu la carte de la Chine. Personne n'a répondu. Hein. On ne trouve pas que la carte de la Chine ressemble à un coq. Voilà. Donc, on peut voir que... il n'y a personne qui a répondu, donc on va juste voir. Non, personne n'a répondu, donc ils pouvaient lever leur main. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Okay. Vous pouvez laisser votre réponse dans le chat. Ou voilà. On continue. Donc, on peut voir vers la gorge du coq, le point rouge, c'est Pékin. Okay. C'est la capitale de la Chine. Ensuite, au milieu, on voit 2 traces blanches. Ça, c'est les 2 fleuves importants pour la Chine. Il y a celui en haut, c'est un fleuve jaune, Huanghe. Okay. Huanghe. Au long de Huanghe, vivaient les gens à l'époque. Et celui en bas, c'est Yangtze River, voilà, qui est aussi très important pour les Chinois. Et au milieu de ces 2 fleuves, en fait, il y a une grande chaîne de montagnes. On ne voit pas sur cette carte, mais ça existe. Ça s'appelle Qingli. Et cette chaîne de montagnes est très, très haut. Du coup, les 2 côtés de ces montagnes, le climat est très différent. Donc, au nord de la Chine, il y a beaucoup de vent et la météo est très sec. Au contraire, au sud de la Chine, il y a beaucoup de pluie, c'est très humide. Voilà. Donc, en raison de la différence de climat,
il y a aussi la différence de la nourriture, des habitudes des gens et de tout. Voilà. Donc, déjà, on va regarder la cuisine chinoise. Donc, je pense que la cuisine chinoise est réputée par exemple, les plats pimentés. Les plats pimentés de Sichuan ou bien le canard de Pékin. En fait, il y a il y a vraiment beaucoup de cuisines différentes en Chine. Les Chinois, comme les Français, voilà, comme les Italiens, sont des grands gourmands. Voilà. Okay. Donc, au nord, les gens mangent beaucoup de raviolis et des pâtes. Voilà. Et au sud, on mange beaucoup de riz, okay, et des petits pains. Voilà. Ça, c'est une différence. On revient sur la carte. On peut voir que, en fait, au sud, comme il y a beaucoup de pluie, donc on peut facilement planter les rizières, voilà, du riz. On peut cultiver des blés, du riz, tout ça. Et par contre, au sud, au nord, on mange pas du riz. On mange pas beaucoup du riz. On mange du pain blanc. Okay. Ensuite, l'architecture est aussi très très différente du nord et du sud. Si vous visitez Pékin, vous allez trouver l'architecture chinoise est très gigantesque, très structurée, très carrée. Voilà. C'est comme cité interdit. C'est très waouh. Voilà. C'est l'image que j'ai mis à gauche. Le typique de Pékin. Voilà. Il y a une porte au milieu, okay, le grand salon juste en face de la porte, et puis des chambres aux deux côtés. À Pékin, la maison traditionnelle est toujours de cette structure, c'est toujours un carré. Okay. Tandis qu'au sud de la Chine, les maisons sont un peu cachées. C'est un style de jardin, on l'appelle yuanling. Yuanling, donc il doit avoir de l'eau, des petits rochers, des arbres, beaucoup d'arbres, et les maisons sont plus ou moins cachées dans l'environnement. C'est pas comme l'architecture du Nord. Très, voilà, on voit tout. Et, au sud, c'est plus délicat, c'est plus discret. Voilà. Okay. Ensuite, si vous êtes intéressé aux arts martiaux, vous devez connaître, il y a aussi une différence entre les arts martiaux du Nord et du Sud. Là, au Nord, en fait, qui est représenté, qui est réputé par le Shaolin Wukong, vous connaissez peut-être. Donc, au nord de la Chine, les gens qui pratiquent les arts martiaux se concentrent plutôt aux jambes. Okay. Aux jambes, donc ils utilisent des bâtons, des grands épées, et il y a beaucoup de sautes. Tandis qu'au sud, c'est un autre style d'arts martiaux. Si vous avez déjà regardé le film Yip Man, dans le film Yip Man, c'est le art martiaux de Yongchun Quan. Yongchun vient de Guangdong, sud de la Chine. Donc ça, c'est un type de combat qui utilise plutôt les jambes, les bras, pardon, les bras. Donc en chinois, on dit Nan Quan Bei Tui. Ça veut dire les bras du sud et les jambes du nord. C'est différent. Voilà. Donc les gens du nord sont forts avec leurs jambes et les gens du sud sont forts avec leurs bras. Voilà. Donc il y a beaucoup de différences à cause de tout ça, du sud et du nord. Voilà. Après,
il y a il y a aussi beaucoup de différences. Par exemple, la médecine chinoise, ou par exemple l'art chinoise, la danse, les chansons, la peinture et la calligraphie. Il y a pas vraiment un qui peut représenter toute la Chine. Il y a toujours un peu de différence dans chaque région et surtout entre le sud et le nord. Voilà, très bien. Donc on continue. Ensuite, on va parler un peu le travail en Chine. Est-ce que on peut trouver facilement du travail en Chine? Voilà. Donc là, je sors quelques chiffres en 2023. Donc la Chine est toujours la deuxième plus grande économie mondiale, okay? Juste après les États-Unis qui représentent 25% de l'économie mondiale. La Chine, c'est 18%. Voilà. Ensuite, c'est l'Allemagne, 4%. Donc en Chine, même pendant l'épidémie, ça a chuté un petit peu. Depuis 2022, ça remonte progressivement. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'opportunités en Chine. Il y a beaucoup d'échanges entre la Chine et les pays étrangers. Voilà. Ça remonte petit à petit. Alors, si on regarde l'import et l'export, on peut voir que la Chine est le plus grand exportateur mondial. Que dans le monde entier, la Chine est toujours la grande usine, voilà, le grand fournisseur pour le monde entier, surtout dans ces 5 secteurs. Le premier, c'est les produits chimiques. Okay. Au deuxième, c'est les produits électroniques. Troisième, le meuble. Quatrième, textile et les vêtements. Et cinquième, la machinerie et les équipements électro. Voilà. Donc, chaque année, des milliers d'entreprises étrangères cherchent des fournisseurs en Chine dans ces secteurs. C'est aussi grâce à ça, il y a des plateformes de import-export qui sont bien développées aujourd'hui pour faciliter ces échanges. Vous connaissez peut-être déjà Alibaba. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a d'autres plateformes pour les petites entreprises, même les particuliers, comme Temu. Voilà, c'est tout. C'est pour faciliter ces échanges-là. Donc, si vous cherchez à travailler avec la Chine, okay, si vous voulez chercher des fournisseurs en Chine ou des usines en Chine, pour ces secteurs-là, en fait, maîtriser le chinois est un gros avantage pour vous, par exemple. Parce que voilà, vous savez que si on maîtrise la langue, si on parle la langue avec les Chinois, ça peut beaucoup faciliter votre échange. Ça crée une confiance tout de suite. Voilà. Donc, ensuite, la Chine est le deuxième plus grand importeur mondial. Voilà. Donc, la Chine importe énormément de choses chaque année depuis les différents pays, surtout dans ces 5 secteurs-là. C'est un peu différent. Okay. Donc, les Chinois emportent des produits de haute technologie, de l'énergie, surtout le pétrole et le gaz, et les matières premières, comme le fer, la cuir, et des produits agricoles. Malgré si que la Chine est aussi un grand pays agricole, mais on importe aussi beaucoup de produits, de nourriture, etc.
et aussi les automobiles, voilà. Et les avions, enfin, c'est pas écrit là, mais les avions, c'est juste après les automobiles. Voilà. Donc, si vous travaillez, par exemple, dans ces secteurs-là, il y a une grande chance que vous créez un lien avec la Chine et devient les fournisseurs pour la Chine dans ces secteurs-là. Ok. Ok, je vois un commentaire donc de Azra qui voit bien vivre au sud. Il y a beaucoup de points communs avec la nature et la cuisine. Oui, bon, moi je viens de Shanghai, mais en Chine, on dit Shanghai, ça compte, c'est inclus dans la partie du sud. Voilà. Donc c'est très différent du nord. Des fois, on dit que il y a beaucoup de différences culturelles entre la Chine, entre la Chine et les pays occidentaux. Mais moi, je trouve que déjà entre les Chinois, on a énormément de différences culturelles, surtout les habitudes de vivre. Donc, c'est très riche comme culture. Je vous conseille vraiment d'aller visiter, voyager euh, en Chine, si possible, essayer une ville au nord et une ville au sud. Donc, essayez de comprendre la différence, d'observer les différents gens, les habitudes, les coutumes, les traditions, etc. Vous allez avoir une vision plus complète sur la Chine. Ok. Très bien. Et puis, vous devez connaître l'initiative que le gouvernement chinois a mis, la ceinture et la route Itai-Ilu. Grâce à ce projet, la Chine a beaucoup investi à l'étranger et beaucoup de pays étrangers ont aussi en bénéficié, voilà, avec ce projet. Donc, cela a beaucoup suscité l'économie de ces pays, entre ces pays et la Chine aussi. Voilà. Et ce projet couvre beaucoup de régions comme l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il y a des points dans ces trois continents. Euh, donc, ça continue à développer. Donc, pour les jeunes, pour les étudiants qui, qui veulent apprendre le chinois, en fait, il y a beaucoup d'opportunités. Euh, si vous maîtrisez, peut-être pas maîtriser, si vous parlez le chinois. Voilà. Moi, je travaille toujours dans l'enseignement de chinois. Donc, je partage quelques chiffres en France, parce que je travaille en France. Donc, en France, dans 90% d'écoles, langue anglaise est enseignée. Okay. Et dans 28% d'écoles, l'espagnol est enseigné. Ensuite, troisième langue, c'est italien. Et langue chinoise représente que 1%. Donc, les Français, les jeunes Français qui apprennent le chinois, pour eux, c'est un gros avantage parce que voilà, peu de Français maîtrisent le chinois. Quand les Français, quand ils mettent chinois sur leur CV, ça sort de concurrence. Voilà. Et j'ai demandé à nos étudiants qui apprennent le chinois, les jeunes, je leur demande pourquoi ils ont choisi le chinois comme langue étrangère. Ils ont dit voilà, c'est pour se débarquer de la concurrence. Et moi, je suis assez d'accord que quand on maîtrise l'anglais, c'est bien, c'est bravo, voilà. Mais
c'est pas un gros avantage. Au contraire, si on investit un peu de temps et de l'énergie en l'apprentissage du chinois, ça peut faire un gros plus. Voilà. Et pour les gens, pour les adultes, apprendre le chinois égale plus d'opportunités professionnelles. Parce que derrière la langue chinoise, c'est tout le marché chinois. Vous voyez, on est quand même d'accord que le marché chinois est un peu plus grand que le marché italien ou le marché espagnol. Voilà. Donc, si vous voulez se débarquer de la concurrence, commencer à apprendre un peu de chinois, c'est un très bon choix. Et pensez pas que le chinois est très difficile. C'est tout dépend d'une méthodologie. Voilà. Commencez par ce qui est simple. Okay? Ne cherchez pas à apprendre tout en même temps. On commence par les conversations basiques. On commence par l'admission de l'art de calligraphie, de peinture chinoise. On commence à apprendre à écrire ou dessiner des caractères chinois simples. Tout ça, petit à petit, une fois qu'on trouve que la charme de cette langue, on apprend plus facilement. Voilà. OK. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que... oui. Vous avez terminé, madame? Oui, j'ai terminé. Donc, partie. Merci infiniment à vous, madame. Partie questions-réponses. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Youssouf, la parole est à vous. Youssouf? Bonsoir. Je voulais juste poser. Bonsoir. C'est à propos du projet de ceinture de la soie, la route de soie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler sur ce projet au niveau culturel et touristique? Quelqu'un qui veut travailler dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit éclaircissement sur ce projet, la route de soie au niveau touristique, pour quelqu'un qui veut travailler, qui veut s'investir dans ce Touristique, je Et la pense deuxième pas. question, Oui, allez-y. la deuxième question, c'est pour apprendre la langue chinoise, le mandarin, et y a-t-il, par exemple, une méthode vraiment rapide à apprendre? Il lui faut combien d'années pour maîtriser la langue chinoise? Voilà. Très bien. OK. Alors, je vais répondre d'abord à votre deuxième question, hein, parce que c'est vraiment ma domaine. Quand on dit maîtriser le chinois, waouh, c'est un grand mot. Okay. Mais si on dit pouvoir parler avec les Chinois natifs, cela prend combien de temps? Bon. Chez nous, avec 30 heures de cours, vous pouvez parler avec les Chinois. Okay. C'est assez simple. La méthode, c'est déjà connaître votre objectif. Ça, c'est important. On ne peut pas juste prendre un livre et on lit de page 1 à la dernière page. On doit d'abord savoir pourquoi je veux apprendre le chinois. Je veux apprendre le chinois, c'est pour préparer mon voyage, ou c'est pour faire des amis chinois, ou c'est pour faire des études en Chine. C'est différent. Le programme est différent. Prenez l'exemple si vous voulez apprendre le chinois pour pouvoir travailler en Chine. Alors, on va faire le programme dans 2 étapes. Première étape, c'est il faut maîtriser les conversations basiques. D'abord, il faut
pouvoir se débrouiller dans toutes les situations quotidiennes. Ça, c'est la première étape. Okay? Après, c'est à vous de décider pour vous quelle situation vous allez rencontrer. C'est parler de votre étude, parler de votre entreprise, parler de vos passions. Tout ça, vous pouvez faire une liste pour faire un premier programme. Okay? Ensuite, deuxième programme, c'est les conversations, les situations plus professionnelles. Vous allez travailler dans quel domaine? Vous êtes intéressé à quel domaine? Quelle conversation, quel vocabulaire, quelle phrase vous allez utiliser? Voilà. Donc ça, c'est mon conseil. Hein. Souvent, les étudiants qui veulent apprendre le chinois, mais ils sont un peu perdus, ils ne savent pas par où commencer. En fait, il faut commencer par ce que vous allez utiliser. Voilà. Fais une liste ce que vous allez utiliser. Et puis, avec cette liste, on trouve un professeur pour faire un programme. Et puis, on suit le programme. Voilà. Okay. Pour les débutants, même apprendre à écrire, ce n'est pas indispensable. On peut très bien commencer juste par l'oral. L'écriture, c'est un peu compliqué, donc on n'est pas obligé de le faire tous ensemble. Voilà. D'abord, apprendre ce que vous avez besoin et pratiquez-le. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on complète notre programme. Okay. Deuxième question, okay, pour le projet One Belt, One Road, Ita Ilu, est-ce que les touristes, les gens qui veulent faire le tourisme, à mon avis personnel, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de programmes touristes qu'on peut le faire. Mais si vous voulez travailler en tant qu'interprète, ça c'est très bien. Voilà. Parce que dans le projet de One Belt, One Road, il y a quand même beaucoup de pays. C'est pour développer l'économie. C'est l'économie première place devant le tourisme. Et le tourisme, ça vient après. Donc, au début, il n'y aura pas forcément beaucoup de projets de tourisme à développer. Okay? C'est plutôt les vrais projets, les industriels, des import-export, des choses comme ça qui vont avec. Donc, si vous cherchez les travails dans ces domaines-là, être les guides ou les guides pas dans le tourisme, je veux dire être interprète ou assistant, ou si vous êtes, vous faites des études dans certains domaines très spécialisés, c'est très bien. Vous pouvez trouver plein d'opportunités dans ce projet, dans le projet de One Belt, One Road. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Super, merci infiniment à vous, madame. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, par contre, j'ai une question. Donc, pour ceux qui désirent avoir une bourse d'études en Chine, quels sont les conseils à suivre, par exemple, pour gagner ce bourse d'études, les bourses d'études en Chine? Alors, ça dépend déjà, est-ce que votre université a des projets d'échange avec les universités chinoises? Si vous avez déjà des projets d'échange, des programmes d'échange, on peut demander la bourse facilement. Il faut juste contacter votre université collaborateur et on peut obtenir des primes pour les frais d'études et pour autres frais. Sinon, on peut demander la bourse à l'État de la Chine
il y a quelques conditions à remplir. Donc déjà, il faut avoir un minimum de niveau de chinois. C'est souvent HSK 2. Okay. Et pour les filières à propos de la langue ou de la littérature, il faut avoir un niveau de HSK 3. Voilà. Ça dépend aussi de chaque université. Souvent, nos étudiants qui veulent faire 1 an ou 2 ans d'échange chez les universités chinoises, ce qu'ils font, c'est d'abord trouver ces universités, les envoyer une première demande pour voir s'ils proposent des programmes pour les étudiants étrangers. Et puis, ils peuvent demander quelles sont les conditions de demander la bourse. Voilà. Super. Alors, revenons à Youssouf. Youssouf, la parole est à vous. Youssouf? Youssouf? J'aurais une deuxième étudiante. Ma question, allô? Oui, nous pouvons vous entendre. Je suis intéressé à travailler avec les milieux touristiques, c'est-à-dire les tours opérateurs chinois de tourisme. C'est ça ce que je voulais savoir. Vous voulez travailler dans le tourisme, mais en Chine ou dans les autres pays? Vous voulez travailler comment précisément? Attirer les touristes chinois vers mon pays. Donc, c'est ce qui me pousse à apprendre la langue chinoise. Oui, c'est très bien. Ça va. Je pense que le tourisme, c'est un secteur qui va bien marcher. En Chine, on a selon ce que je connais, il y a déjà pas mal d'étrangers qui résident en Chine, qui proposent ce type de service, d'être guide, pour les étrangers. Et vous pouvez commencer très simple, vous pouvez commencer directement sur les réseaux sociaux. Imaginez que vous êtes déjà en Chine, vous êtes dans une petite ville du sud, vous pouvez ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, vous notez ce que vous voyez, ce que vous entendez de tous les jours, et vous proposez ce que vous faites. Et ça peut attirer énormément de gens. Voilà. Donc c'est un très bon secteur, et ce n'est pas très compliqué à commencer à le faire par vous-même. Vous pouvez bien sûr collaborer avec les agences, mais vous pouvez très bien commencer par vous-même, tout seul. Merci beaucoup. Est-ce que vous ne proposez pas vous n'avez pas une page sur YouTube pour apprendre la langue chinoise? Si, j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Top Chinois. Donc, sur la chaîne, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos pour apprendre la base du chinois. Je n'ai pas bien entendu. Comment s'appelle sur votre chaîne? Top Chinois. Oui, Top Chinois. T-O-P. T-O-P. Ouais. OK. Top, Je vais vous suivre. Voilà. Top Chinois. Vous trouvez facilement. Sur YouTube, on a aussi pas mal de posts sur Instagram et Facebook. Voilà. Vous pouvez trouver facilement. Okay. Merci beaucoup. De rien. Il y a Azra qui... Oui, nous allons arriver. Super et incroyable. Donc, passons à Azra. Azra, la parole est à vous. Bonjour, Madame Malak. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Madame Leyi. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce.
Je pense que j'ai raté la première partie de votre présentation, mais je vais quand même essayer de... Si la question a déjà été posée, je m'excuse en avance. Je voulais juste savoir, parce que vous avez dit que concernant vos étudiants, par exemple, en 30 heures, je pense, en 30 heures, les étudiants sont capables de, pas de maîtriser, mais ils peuvent avoir des conversations en mandarin, en chinois. Du coup, je C'est voulais ça. savoir, est-ce que vous avez une référence, un livre que vous pouvez nous conseiller ou que vous utilisez au niveau de votre école? Est-ce que vous avez Oui, un livre que vous pouvez nous suggérer pour ceux oui, qui veulent apprendre le chinois? très bonne question. Alors, nous, on utilise beaucoup le manuel qui s'appelle Faire l'expérience du chinois. Alors, faire l'expérience du chinois, c'est une collection de manuels. Ok. Il faut bien utiliser le manuel Vivre en Chine. Faire l'expérience du chinois, vivre en Chine. Donc ça, c'est un manuel que je trouve très bien pour les débutants parce que les contenus sont basés sur les conversations quotidiennes. Comment se présenter, comment commander des plats dans les restaurants, comment indiquer le chemin, comment demander le chemin, voilà, comment parler de sa journée type, comment téléphoner, etc. Donc, ce sont des contenus qu'on peut utiliser tout de suite. Quand on choisit un manuel, euh, moi, je vous conseille toujours de voir si ce manuel est basé sur les conversations. Pour les débutants, on ne peut vraiment pas apprendre tout en même temps. Surtout, le chinois est une langue assez compliquée. Si on mélange les caractères, la prononciation, la grammaire, les vocabulaires, ça rend cette langue très, très compliquée. Donc, mon conseil, c'est mettre un peu de temps au début pour maîtriser la prononciation. Ça, c'est indispensable. On ne veut jamais sauter cette étape-là. Voilà. Euh, Ensuite, tout de suite, on rentre dans les conversations. Okay. Et quand on apprenait les conversations, on n'est pas obligé d'apprendre l'écriture. Okay. On peut juste apprendre avec la transcription en pinyin. Voilà. Pinyin, c'est un système de transcription en alphabet euh, voilà, pour aider les gens à bien prononcer le chinois. Voilà. On peut commencer par ça pour maîtriser l'oral, pour maîtriser les conversations basiques. Après, une fois qu'on a un niveau, on va dire, on a un niveau débutant entre HSK1 et HSK2, là, on doit commencer à apprendre les caractères chinois. Parce que sinon, notre niveau est bloqué à débutant. Si on veut bien progresser pour plus tard, si on veut apprendre le chinois à long terme, au bout d'un moment, on doit commencer à apprendre les caractères chinois. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de savoir écrire sur papier. Avec le clavier chinois, on peut facilement taper les phrases sur l'ordinateur et sur le smartphone. Voilà. On installe un clavier chinois et on tape le pinyin et on choisit les bons caractères. Okay. C'est un peu comme, comment dire, c'est un peu comme choisir le bon panneau de la rue. On ne sait pas dessiner, mais on choisit celui qui est correct. C'est comme des logos de magasins. On ne sait pas dessiner le logo de Starbucks, mais on reconnaît et ça suffit. Voilà. Ça, c'est plus rapide. Hein. C'est peut-être pas très, très traditionnel, très scolaire, hein, mais c'est une méthode très rapide. Voilà. Selon moi, quand on apprend une langue, il faut pratiquer tout de suite. Il faut utiliser tout de suite. Il ne faut pas attendre qu'on soit prêt pour oser utiliser.
on apprend et on pratique, c'est en même temps, c'est en parallèle. Voilà. OK? Merci beaucoup pour ces réponses, madame. Vous avez parlé d'une chose, je voulais juste plus d'éclaircissement parce que, par exemple, au niveau de votre prénom, je vois deux écritures. Je vois Voilà. l'écriture pays et l'écriture, oui. Est-ce que je voudrais, parce que je pense que j'ai raté un peu l'introduction, si vous pouvez juste revenir sur ça, quelle écriture, pour débuter, par exemple, quelle écriture on doit, on doit commencer? Est-ce que Ça, ça a coupé un petit peu, je n'ai pas vraiment entendu votre question. ma question, c'est par rapport à l'écriture que je vois ici. Par exemple, ici, au niveau de votre prénom, je vois deux écritures. Normalement, Oui. la langue chinoise, le mandarin, c'est la deuxième écriture, c'est ça? Avec les lettres. Vous voulez dire mon nom de famille et le prénom? C'est que vous voyez là, dans mon nom, il y a deux caractères. Le premier, c'est le, c'est mon nom de famille. Oui, Et le le yi. voilà, deuxième, c'est i, c'est mon prénom. Donc, en Et chinois, c'est quoi la différence entre ces deux versions? C'est-à-dire le fait de d'écrire le avec L, E, là, on voit bien que c'est le Y, et oui, là, à côté, il y a une autre écriture qui est complètement oui. différente. En fait, L-E-Y-I, ça c'est le pinyin. C'est la transcription de mon nom chinois. En Chine, entre les Chinois, on n'utilise pas L-E-Y-I. On écrit directement un caractère chinois. Vous D'accord, comprenez? d'accord. Vous allez en C'est pour Chine, faciliter. voilà. D'accord. Si vous allez en Chine, dans la rue, dans les transports en commun, vous n'allez pas voir tout ça en alphabet. En fait, en alphabet, c'est par exemple pour les élèves, pour les Chinois, les jeunes Chinois qui apprennent à parler à l'école. Ils ont besoin de ça, de l'alphabet, pour savoir comment prononcer un mot qu'ils n'ont pas appris. Mais une fois appris entre les adultes, on n'utilise jamais le pinyin. A, B, C, D, E, F, G, tout ça, ça c'est pas le chinois. C'est une sorte de transcription. Quand on a besoin, on cherche dans les dictionnaires, on sait, OK, ce caractère se prononce comme ça. D'accord, merci, merci beaucoup. Sinon, j'ai une dernière question, juste une dernière question. Vous avez parlé de la prononciation. En fonction de la prononciation, le mot, il peut changer de sens. Est-ce que vous pouvez juste prononcer un mot pour voir un peu comment Oui, le sens, oui, juste un exemple des mots pour voir les différentes prononciations. On monte et on descend, j'ai vu des flèches et j'aimerais bien avoir un exemple. Comment vous arrivez à le prononcer? oui, bien sûr. Je prends l'exemple de ma, M-A. OK. M-A, ça correspond à beaucoup de caractères, beaucoup de, voilà. On peut donc appliquer les 4 tons sur le mot ma. Okay. Donc, si le ton est stable, le premier ton, ma, comme ça signifie maman. Okay. Ma, c'est maman. Et si c'est le deuxième ton, le ton qui monte, ma, ça signifie ennuyeux. Okay. Ennuyeux, c'est ma. Et si c'est le troisième ton, ma, ça signifie le cheval. Okay. Et le quatrième ton, ma, c'est gronder, insulter. Vous voyez, donc ma. C'est maman, ennuyeux, cheval, gronder. Donc, il y a une blague qui est très, que je me souviens bien. C'est une fois, mon élève, euh, voulait me présenter sa maman. Donc, il dit, voici ma maman. Il aurait dû dire, 这是我的妈, premier ton.
mais il a mal prononcé. Donc, 这是我的马, voici mon cheval. Du coup, moi et mes collègues chinois, on a tous rigolé. Voilà. C'est une petite blague. On comprend bien sûr ce qu'il voulait dire, mais c'est juste drôle. Oui, effectivement, c'est très drôle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour ces explications. Super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pour tous ceux qui sont intéressés à la langue chinoise, je vous invite à découvrir notre chaîne sur YouTube. Le nom est très simple, c'est Top Chinois. Okay. Vous pouvez trouver des vidéos pour les débutants, pour apprendre la base du chinois. Candide, bah, moi je suis intéressée. Je l'ai étudié un peu et puis ensuite je l'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Oui, oui. Ouais, je comprends. Il y a beaucoup d'élèves trouvent le chinois est très compliqué, surtout quand on apprend le chinois à l'école. Selon la méthode traditionnelle, on doit commencer dès le début, on doit apprendre l'écriture chinoise. Et en fait, c'est juste ça qui font peur, qui fait peur aux étudiants. On voit qu'il y a plein de dessins qui ressemblent à rien. On dit que c'est pas possible. C'est pas, à mon avis, c'est pas vraiment une très bonne méthode. Hein. Ce qu'on doit faire, c'est pas créer la peur aux étudiants. Au contraire, si on peut expliquer un peu l'origine des caractères chinois, comment ça a été inventé, pourquoi c'est écrit comme ça, et comment on peut détacher les caractères chinois et comprendre le sens de chaque élément, ça rend l'apprentissage plus facile, plus ludique. Et une fois on est intéressé à cette langue, on peut garder la motivation pour plus loin. Donc, si vous êtes intéressé à la langue chinoise, je vous conseille aussi d'abord écouter, par exemple, la musique, commencer à voyager un petit peu, faire des amis, faire des amis chinois. Essayez de trouver un point qui vous intéresse. Voilà. Mais pas se foncer directement dans l'apprentissage du chinois qui a l'air compliqué, qui est pour de vrai pas facile, mais pas si difficile non plus. On a juste besoin de travailler dur. On a tous besoin d'être guidés aussi. C'est important, surtout pour une langue qui est très différente de notre langue maternelle. On a toujours besoin d'être guidé, d'être conseillé. Voilà. Si vous êtes intéressé, tous les mercredis soirs, nous faisons des cours en direct. C'est gratuit et ouvert à tout le monde sur YouTube. Vous pouvez participer. Génial. Donc, il y a un commentaire d'un participant. Il est intéressant. Pour moi, ma fille est installée en Chine. Elle étudie l'entrepreneuriat là-bas et elle a fait des cours de Chine. Je trouve très important. Oui, c'est très important. Fille installée en Chine. Oui. Ah oui, Donc, oui, bien sûr. Ah, pardon. Allez-y. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, pas de questions. Tout est clair. Super. Donc,
je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de ce séminaire, Madame Lee, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, j'ai plutôt, je pense que pour le premier cours, hein, comme pour le premier séminaire, pour juste vous donner une idée sur la langue chinoise et la culture chinoise, j'ai assez expliqué. Voilà. J'espère que ce séminaire peut vous donner une idée globale sur cette langue et qui vous susciter un peu l'intérêt sur la culture chinoise. Et après, c'est à vous de découvrir cette langue qui est très riche et cette culture qui est très intéressante. Ok, donc il y a quelqu'un qui demande à propos du livre que vous allez faire sur la chaîne YouTube Top Chinois. Oui, c'est de 20h à 21h, heure française. Donc, ça, chez vous, c'est de 21h à 22h, mercredi, tous les mercredis. Super, merci infiniment à vous, madame, pour avoir accepté notre invitation. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Attention, vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web de l'université. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires, formations ou ateliers ou encore ce soir avec la formation de Dr Sakina concernant le Microsoft Access et bien sûr dans d'autres formations telles que l'apprentissage de la langue anglaise, l'examen du DELF qui va bien, préparation pardon, à l'examen du DELF qui démarrera bientôt et plein d'autres. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah bientôt. À bientôt. Au revoir et passez une excellente journée. Merci à vous aussi. Au revoir.